sénateur du jour, il est élu de Vendée, siège dans le groupe Les Républicains et donc le rapporteur de cette loi mobilité qui est examinée au Sénat cet après-midi. Bonjour Didier Mandelli. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On va parler bien sûr de la loi mobilité, mais avant ça, quelques questions d'actualité. Le gouvernement qui fera des annonces demain sur l'immigration à l'issue d'un comité interministériel. Et selon les premières informations, il envisage d'organiser dès l'année prochaine un débat annuel au Parlement pour définir des quotas par secteur d'activité. Est-ce que c'est une idée que vous soutenez ? Je pense qu'on ne peut être que favorable à toute mesure qui vise à fluidifier, à organiser l'arrivée chez nous de milliers, de dizaines de milliers de personnes. Et c'est bien que le gouvernement s'empare de ces sujets, s'empare de cette question de l'immigration. Je serais tenté de dire il est temps, puisque depuis quelques années, c'est un sujet qui taraude les Français, avec d'autres sujets bien évidemment. Et je pense qu'il est nécessaire que l'exécutif se saisisse de ce sujet. Qu'est-ce que vous attendez d'autre, vous, comme mesure ? Qu'est-ce qu'il faut faire en priorité, d'après vous ? Je pense qu'il y a un certain nombre de mesures à prendre sur le territoire, évidemment, mais ça ne peut être efficace que si, dans le même temps, selon la formule consacrée, nous avons un geste fort en matière de développement. Et il faut accompagner les pays qui voient partir souvent les plus jeunes de leurs ressortissants pour chercher ailleurs, pour fuir un certain nombre de conditions et pour chercher ailleurs ceux qui sont légitimement en droit d'attente, c'est-à-dire une vie meilleure et un épanouissement dans leur quotidien. On va parler d'un autre sujet d'actualité, un sujet que vous connaissez bien, ce sont ces inondations. La tempête Amélie a frappé la France ce week-end. Vous avez connu en Vendée la tempête Xynthia. Est-ce que vous pensez que les leçons ont été tirées face à ce genre de catastrophe ? Pas complètement. Il y a une certaine forme d'accoutumance, je ne veux pas dire encore de résilience à ces phénomènes qui à la fois sont de plus en plus fréquents et de plus en plus intenses. La mission qui vient de donner son rapport, conduite par Nicole Bonnefoy et Michel Vaspart, d'ailleurs le traduit. Plus de 55 mesures, dont certaines qui visent à améliorer la prévention. On n'a pas la culture du risque en France, malgré ces conditions difficiles depuis nombreuses années. Nous n'avons pas la culture du risque et il faut absolument que nos concitoyens, que nos collectivités puissent mener des actions pour sensibiliser les gens qui vivent à la fois bien sûr sur le littoral et au bord des rivières et des fleuves où sont densifiées les populations, mais également tous les autres acteurs. Les phénomènes climatiques, c'est bien sûr les inondations, les tempêtes, mais c'est aussi la sécheresse, les phénomènes sur les habitations, avec l'argile qui se rétracte, etc. Donc il y a un grand nombre d'incidences. Aujourd'hui, vous dites que ces collectivités ne sont toujours pas prêtes à affronter ce genre de catastrophe ? La puissance publique au sens large, parce qu'on n'a pas cette culture. Moi, j'ai la chance d'aller dans des pays où cette culture est très prégnante, parce que les pays sont très vulnérables. Je pense à Madagascar notamment, où dès leur plus jeune âge, les enfants ont des réflexes, acquièrent des réflexes avec des drapeaux de couleur pour prévenir et pour se protéger et puis se mettre à l'abri. Donc, je pense qu'on n'a pas cette culture encore ancrée chez nous, comme c'est le cas par exemple aux Pays-Bas, où le risque est permanent. Il nous appartient collectivement de prendre les dispositions pour y parvenir. Et pour vous, c'est quoi les dispositions les plus urgentes à prendre ? Parce qu'on voit que ce genre de phénomène est amené à se multiplier. Il y a à la fois la mise en œuvre d'un certain nombre d'ouvrages de protection. Je pense aux digues, par exemple, sur le littoral, et la Vendée connaît parfaitement ce phénomène, mais également sur d'autres secteurs, des conséquences en matière d'urbanisation, par exemple, et un certain nombre d'aménagements qui sont nécessaires, qui seraient nécessaires pour faire face, augmenter notre capacité à faire face. Voilà, c'est ce qu'on appelle la résilience, tout simplement. Allez, on va passer à cette loi mobilité, dont vous êtes le rapporteur. Elle est examinée cet après-midi dans l'hémicycle du Sénat. On en parle avec notre journaliste parlementaire, Tam Tranui. Bonjour Tam. Bonjour Oriane. Bonjour Ravi de Didier vous revoir Mandelli. dans cette matinale. Aujourd'hui, les sénateurs vont donc examiner ce projet de loi mobilité. Et Tam, ça ne devrait pas prendre beaucoup de temps. Et oui, tout simplement parce que les sénateurs devraient refuser de débattre du texte. Ils vont adopter une motion de procédure, une question préalable que vous allez présenter, Didier Mandelli. C'est une arme qui permet de stopper les débats et de dire qu'on n'est pas d'accord avec le texte. Et pourtant, au mois d'avril dernier, lors de l'examen en première lecture du même projet de loi, les relations, elles étaient au beau fixe. Écoutez justement, Elisabeth Borne, à l'époque, elle était encore ministre des Transports, c'était le 2 avril dernier.
Écoutez, moi je voudrais saluer l'adoption par une très large majorité du projet de loi d'orientation des mobilités. Le texte tel que vous venez de l'adopter en première lecture respecte les grands équilibres que j'ai défendus et je ne peux que m'en réjouir. Je me félicite notamment du consensus qui existe sur l'un des principes structurants de ce projet de loi, à savoir la couverture complète du territoire par des autorités organisatrices en charge de la mobilité. Ça peut paraître être une mesure technique, mais je pense que c'est grâce à ça que plus aucun Français ne sera laissé demain sans solution. On l'entend, Tam, c'était la lune de miel. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Eh oui, aïe, 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 la machine s'est grippée pour une histoire. Eh bien, une histoire de gros sous. Depuis le début, les sénateurs ont peur que les budgets ne soient pas à la hauteur des mesures contenues dans le texte. Et là, avec le dévoilement du projet de loi de finances 2020, eh bien, ils en ont eu tout simplement la confirmation. Leur courroux, il est lié à 2 raisons principales. D'abord, eh bien, la suppression de la taxe d'habitation, on va dire encore et toujours, et ses conséquences pour l'intercommunalité. Et puis le deuxième problème, c'est la perte immédiate de 45 millions d'euros pour les autorités organisatrices de la mobilité, c'est-à-dire les collectivités en charge de l'organisation des transports sur un territoire donné. C'est ironique parce que précisément, c'est sur ce point, sur les autorités organisatrices de la mobilité, que la ministre se félicitait au mois d'avril dernier. Et du coup, Tam, quelle est la conséquence de ces pertes de budget ? Eh bien, les sénateurs ne voient pas comment ces autorités vont pouvoir développer les alternatives à la voiture individuelle et mettre fin aux zones blanches de la mobilité, c'est-à-dire satisfaire les objectifs de la loi LOM. Ce sont des sujets importants. Ces sujets, ce sont ceux des fractures territoriales. Tout ça, ça a été au cœur de la fronde des 80 km/h et au cœur du déclenchement du mouvement des Gilets jaunes. Est-ce que ça veut dire pour autant que les sénateurs sont contre ce texte ? Ah oui, ça c'est tout le paradoxe. C'est tout le contraire, parce que la deuxième raison pour laquelle les sénateurs veulent écourter les débats, c'est qu'ils ont obtenu gain de cause sur quasiment tout ce qu'ils voulaient. Bref, tout le monde est d'accord sur le diagnostic, les solutions, mais pas sur les moyens. Si les combats sont donc écourtés sur la loi LOM, ce n'est que pour mieux reprendre son souffle. Rendez-vous donc pour l'examen du budget. Et vous viendrez nous raconter tout ça tout à l'heure, Tam. Didier Mandelli, vous nous confirmez que cet après-midi, vous refuserez de débattre de ce texte ? Oui, tout à fait. Nous avons posé la question préalable pour mettre fin à l'examen de ce texte ici au Sénat, pour 2 raisons essentielles. Elles viennent d'être évoquées. La première, c'est que la quasi-totalité des éléments que nous avions intégrés dans le texte à l'occasion de la première lecture, puisque nous avons démarré l'examen au Sénat, sont maintenus dans le texte. Non seulement ce que nous avons voté au Sénat, mais ce qui avait été préparé en vue de la commission mixte paritaire qui a fait l'objet d'un échec. Donc pour cette première raison, nous n'avons pas d'opportunités, de nouveaux éléments à rajouter. Le texte est quasi identique à celui que nous avions voté. Et puis, je dirais que le deuxième point, qui est un point essentiel, c'est le financement. C'est le seul point sur lequel nous avons achoppé en commission mixte paritaire, puisque dès le départ, nous avions dit à Elisabeth Borne, alors ministre des Transports, que nous n'avions pas dans ce texte les éléments de financement pour les collectivités, pour les intercommunalités notamment, et que nous avons intégré dans le texte un volet financement, à la fois avec une fraction de TICPE et un taux minoré à 0,3, je ne rentre pas dans le détail, pour les intercos qui saisiraient de cette compétence. Mais c'est vrai que le financement, depuis le début de l'examen de ce texte, avant même son arrivée au Parlement, la question c'était le financement. Vous dites que le gouvernement n'a pas fait les efforts nécessaires sur ce sujet ? Non, il n'y a pas de financement. La règle que nous sommes fixés au Sénat, c'est pas de compétences nouvelles obligatoires ou transférées aux collectivités locales sans les financements correspondants. Ça, c'est une règle immuable. Aujourd'hui, 80% des intercos, enfin des territoires ne sont pas couverts par une autorité organisatrice. Et pire, dans le projet de loi de finances, nous découvrons que les autorités organisatrices qui donc mettaient en œuvre du transport régulier notamment, puisque c'était l'obligation, se voient gréver de 45 millions d'euros, qui était en réalité une compensation de l'État depuis 2016 à une mesure de relèvement des seuils de perception du versement. Non seulement les collectivités ne sont pas compensées, mais en plus elles vont y perdre avec ce texte. Alors celles qui prendraient la compétence, qui ne l'ont pas encore aujourd'hui, n'auront pas de financement à ce jour, et celles qui la mettaient en œuvre, cette compétence, se voient gréver de 45 millions d'euros. Et avec les impacts de la loi Pacte que nous avons votée au printemps dernier, eh bien c'est entre 20 et 55 millions d'euros supplémentaires qui ne seront pas perçus par les collectivités, puisque le versement de transport, il est lié à des effets de seuil également au niveau de la masse salariale et du nombre des employés. Donc ces 2 effets conjugués font que les collectivités locales qui exercent aujourd'hui la compétence vont voir leur budget diminuer de 100 millions d'euros dans les années qui viennent. Donc c'est pas possible. Ce texte, il avait aussi pour but, à la base, de tenter de résorber les fractures territoriales. Est-ce que vous dites que l'objectif est raté ? Non, parce que
il nous restera à voir de quelle façon les intercommunalités vont se saisir ou pas de la compétence. Elles auront quelques mois pour le décider. Si l'autorité locale, si l'intercommunalité ne se saisit pas de la compétence, c'est la région qui, de fait, mécaniquement, aura cette compétence. La compétence sera assumée, soit par l'interco, soit par la région de fait. Donc les régions ont commencé pour certaines à se saisir de ce sujet, à faire des propositions à leur collectivités de leur territoire pour tenter de répondre. Après, dans les très très grandes régions, quand il faudra faire des actions ou des mesures très fines sur le territoire, ce sera peut-être plus compliqué. Il faudra déployer sans doute un certain nombre de moyens complémentaires. Ces fractures territoriales, justement, elles étaient à l'origine, elles étaient une des causes de cette crise des Gilets jaunes, il y a maintenant un an quasiment jour pour jour. Est-ce que vous pensez que le gouvernement a tiré les leçons de cette crise ? Pas complètement, je pense, mais dans notre pays, qui est un pays endetté, qui a des déficits chroniques, on a du mal à investir. Et l'objectif de Bercy, comme on le dit souvent, c'est de faire des économies par tous les moyens. Donc, on a évoqué tout à l'heure la question de la prévention sur les risques naturels majeurs. Le fonds est ponctionné régulièrement, tous les ans, et c'est vrai sur un certain nombre de moyens. Donc on n'a pas la capacité à investir et à prendre en compte les réels besoins de nos populations, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans le domaine des infrastructures. Je rappelle simplement que dans le cadre des mobilités, le Conseil d'orientation des infrastructures avait défini un certain nombre de pistes et d'axes, et nous sommes au scénario moyen. Donc ça veut dire que pour doter le pays des infrastructures et permettre la mobilité de chacun de nos concitoyens, il faudrait qu'on puisse investir. Ce n'est pas énorme à l'échelle du pays, c'est 1,5 milliard d'euros supplémentaires chaque année, on n'est pas capable de les trouver. Voilà. On va parler d'un autre sujet que vous connaissez bien et dont vous vous occupez au Sénat, c'est la SNSM. Ce sont les sauveteurs en mer. Vous êtes le rapporteur d'une mission d'information sénatoriale qui a été créée après le décès de 3 sauveteurs en juin dernier. Vous avez rendu vos conclusions il y a quelques jours, on va en parler. Mais d'abord, on va regarder, puisque Jérôme Rabier, notre journaliste, vous avez suivi sur le terrain lors de vos travaux. C'était à Ouistreham. On va écouter quelques témoignages forts. Il a fallu attendre une grande catastrophe pour qu'il y ait une prise de conscience à la hauteur de l'État. Et moi, je ne vous cache pas que j'attends beaucoup de cette mission, j'attends beaucoup de vous. Et il était temps qu'on reconnaisse cette action bénévole. On ne veut pas dire que ces bénévoles doivent être payés, ces bénévoles, voilà. Déjà, la première chose, d'être reconnu. Si l'État devait assurer ce sauvetage partout, il faudrait qu'il mette un service de garde-côte en place, c'est-à-dire qu'avec des gens payés 24 heures sur 24 à attendre le sauvetage, ce serait un coût prohibitif. Alors que là, ça ne coûte rien à l'État. Bénévolement, tous les gens sont bénévoles. Donc, je dirais que les premières choses à faire, c'est déjà de l'argent pour l'investissement. Ça, c'est la première chose qui nous semble très important. Didier Mandelli, on entend ces témoignages. Est-ce que vous diriez qu'il y aura un avant et un après 7 juin? C'est le jour de cette catastrophe, du décès de ces 3 sauveteurs en mer. Oui, j'espère en tout cas. Sinon, ce sera désespéré de tout. Nous avons dans ce rapport, qui est basé d'ailleurs sur l'essentiel des témoignages des sauveteurs que nous avons rencontrés à l'occasion de plus d'une douzaine de visites sur le terrain. Nous avons rencontré des dizaines de stations, des centaines de bénévoles qui nous ont exprimé ce que viennent d'exprimer les 2 sauveteurs que nous avons entendus. C'est à la fois un besoin énorme de reconnaissance des missions qui sont dévolues aux sauveteurs de façon bénévole, et puis un problème de financement, et nous y avons rajouté, puisque c'était mis à jour, un problème de gouvernance également au niveau de la SNSM sur le... On va parler de ce financement, mais on a l'impression que ce que veulent avant tout les sauveteurs, c'est de la reconnaissance plus que des moyens. Il y a un problème de reconnaissance aujourd'hui ? Oui, parce que ce sont des gens qui se dévouent corps et âme, qui paient quelquefois un lourd tribut, on l'a vu au Sable d'Olonne, leur mission. Et en réalité, ils ont le sentiment qu'à la fois l'État, c'est moins vrai pour les collectivités locales qui sont souvent à leur côté, physiquement, n'ont pas cette reconnaissance à la fois de l'État. L'État les laisse trop seuls ? Oui, alors je dirais que c'est à la fois l'État, mais également le siège de la SNSM qui paraît trop éloigné de nos stations. Ça fait partie des questions de gouvernance que nous avons traitées, pour lesquelles nous avons fait une dizaine de propositions dans le rapport sur les 30 que contient le rapport. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, le système français de sauvetage en mer, qui est basé sur le bénévolat, est menacé ?
Il n'est pas menacé, il est exemplaire, il est assez extraordinaire, il faut le préserver dans cette forme, mais en aménageant à la fois sur les questions de financement, en dégageant les bénévoles et les stations locales de la recherche de financement. Ils n'ont pas besoin, ils l'ont tous exprimé, de passer leur temps à faire la quête, entre guillemets, à vendre des calendriers, faire des galettes de saucisses, ce sont aussi leurs expressions, pour trouver quelques euros ici et là pour financer leur propre bateau. On leur demande de financer leur bateau. C'est comme si on demandait à un sapeur-pompier volontaire de financer son camion ou un pilote de Canadair de financer son avion. Donc on en est là sur le sauvetage en mer. Donc il faut les dégager de cette charge lourde qui pèse sur leurs épaules et leur laisser du temps à consacrer bien sûr à leur formation, et ça fait partie aussi de la reconnaissance. Quand un sauveteur fait une formation au pôle national à Saint-Nazaire, il prend 1 semaine ou 2 par an sur son temps de travail, sur son temps de famille, de façon bénévole. Donc il faut aussi reconnaître ces formations au travers de la validation des acquis, y compris dans l'entreprise, avec des conventions avec les entreprises, par exemple employeuses. Voilà, donc on a fait là encore une dizaine de propositions sur ces sujets qui devraient permettre de faciliter l'exercice des missions. Alors le gouvernement a annoncé 4,5 millions d'euros pour la SNSM. Ce sera inscrit dans le budget 2020. Est-ce que vous dites c'est déjà ça, c'est déjà un premier pas ? Oui, c'est une avancée. En réalité, ce que donnait l'État il y a quelques années, c'était 2 millions d'euros par an. Sur un coût estimé d'une centaine de millions pour le sauvetage en mer. La SNSM assurant 50% de ce sauvetage. Le coût que représente la part bénévole, c'est de l'ordre de 44 millions d'euros, ce que donnent en fait les bénévoles à la SNSM et à l'État. Et donc on est passé de 2 à 6 millions d'euros et on passe à 10 millions et demi aujourd'hui. Donc c'est un pas essentiel. Moi, ce que je souhaite, et je l'ai dit à Mme Borne, la ministre, la semaine dernière, quand je lui ai remis avec Corinne Ferré, la présidente, le rapport, c'est que ces millions d'euros soient fléchés vers l'investissement. Voilà. Il faut absolument que dans les 10 ans qui viennent, nous réussissions... Parce que pour le moment, ce n'est pas garanti, que vous a dit Elisabeth Borne. Non, parce qu'ils sont affectés à la SNSM, ces fonds. Mais il faut, je ne dirais pas contraindre, mais avec la SNSM, bâtir un programme pluriannuel d'investissement prévisionnel avec les collectivités locales qui contribuent largement aussi à près de 50% au financement des bateaux. Eh bien, il faut planifier sur les 10 ans qui viennent le renouvellement de 140 bateaux. C'est plus de 100 millions d'euros. Eh bien, cette part consacrée à l'État doit être en grande partie réservée au financement des bateaux pour soulager les bénévoles des stations de cette tâche. Elisabeth Borne est prête à le faire ? Elle a entendu le message en tout cas, et nous avons une table ronde cette semaine jeudi, et je pense que nous aurons l'occasion, puisque moi j'interviens sur la question du financement, de refaire passer ce message avec, je l'espère, une écoute attentive de la ministre et du siège de la SNSM. Eh bien, on suivra ça. Comme tous les jours, Didier Mandelli, on va se rendre dans une rédaction locale. Aujourd'hui, direction Annecy, retrouver nos partenaires du Dauphiné. Bonjour Julien Estrangin, vous êtes le directeur des éditions Savoie et Haute-Savoie du Dauphiné. Et ce matin, vous allez nous parler du doublement des voies SNCF entre Annecy et Aix-les-Bains. Exactement, et c'est une vieille histoire puisque cette ligne date de 1880 et depuis cette époque ou presque, eh bien, on parle de son doublement puisqu'Annecy reste une ville qui est relativement mal desservie par le rail. Il y a même des associations d'usagers qui militent pour ce projet. Alors, sa dernière grande version date bien, de la candidature d'Annecy aux Jeux Olympiques de 2018. Bon, Annecy n'a pas eu les Jeux, mais le projet est resté et c'est celui-ci qui revient aujourd'hui sur le devant de la scène puisqu'une enquête publique s'est ouverte le 4 novembre. Elle va se poursuivre jusqu'au 4 décembre pour tenter de lancer ce projet de doublement de cette voie SNCF. Julien, qui est relativement surchargée aujourd'hui. Est-ce que justement, vous dites qu'elle est surchargée, est-ce que vous pouvez nous faire un point sur l'état de cette ligne aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Alors, c'est une ligne qui est longue de 40 km entre les deux villes, hein, Annecy en Haute-Savoie et Aix-les-Bains en Savoie. La partie qui sera doublée ne mesure que 15 km parce qu'il y a beaucoup de problèmes techniques, notamment on traverse des gorges qui sont assez profondes, les gorges du Fier. Il y a 19 passages à niveau, il y a pas loin de 30 ponts. Et aujourd'hui déjà, eh bien, il y a 7700 voyageurs quotidiens qui empruntent ces lignes. Il y a des TGV, des TER qui circulent. Et d'ici 2030, eh bien, on attend une augmentation de 20% du trafic, c'est-à-dire aux alentours de 9300 passagers qui seront amenés à prendre cette ligne toujours. Donc, c'est dire s'il faut la moderniser. Il faudra moderniser les voies, les doubler. Il faudra aussi moderniser la signalétique. Il faudra moderniser un certain nombre d'équipements. Tout ça devrait coûter pas loin de 310 millions d'euros. Il y en a déjà 160 qui sont inscrits au contrat de plan État-région pour financer. Donc, c'est dire si le projet est un projet important pour les deux départements de la Savoie et de la Haute-Savoie et pour les liaisons entre ces deux villes des Alpes. Est-ce que plus largement, Julien Estrangin, le train, c'est un moyen de désenclaver les Alpes? Est-ce qu'il y a d'autres projets en cours?
Bien sûr, bien sûr. Alors, sans vous parler tout de suite du fameux Lyon-Turin, qui est un projet à très long terme et qui concernera plutôt le fret, il y a un autre projet qui est bien plus abouti. C'est le projet de CEVA, on dit aujourd'hui plutôt Léman Express. Eh bien, c'est on va dire un RER transfrontalier. D'ailleurs, ce sera le premier RER transfrontalier d'Europe qui doit relier la France à la Suisse dans le bassin genevois. Alors, on est vraiment dans une configuration là pour le coup très très urbaine. Et lui, il est bien plus avancé puisque sa mise en service est prévue dès le 15 décembre prochain. On a investi pas loin d'1,5 milliard de francs suisses côté suisse et aux alentours de 230-240 millions d'euros côté français dans ce projet-là, donc qui lui est abouti et démarrera dès le 15 décembre prochain. Merci beaucoup Julien, on va regarder ensemble la une du Dauphiné Libéré ce matin, une sur les agriculteurs. Un an après l'entrée en vigueur de la loi Egalim, agriculteurs, le compte n'y est pas. On en parlera tout à l'heure plus longuement dans le Club des territoires. Merci Julien Estrangin, directeur des éditions Savoie et Haute-Savoie au Dauphiné Libéré d'avoir été en direct avec nous ce matin, Didier Mandelli. On va maintenant regarder la revue de presse de votre département de la Vendée, c'est avec Tam qui revient. Et Tam, on va commencer la revue de presse avec Ouest France. Effectivement, un Ouest France qui consacre sa une à la question du mal logement. Le mal logement, un mal français, mais aussi un mal marseillais. On est un an après l'effondrement des 2 immeubles de la rue d'Aubagne. Vous allez me dire, Didier Mandelli, tout cela n'est pas très local. Rassurez-vous, nous allons aussi dans les pages intérieures avec un sujet qui concerne, lui, la Roche-sur-Yon, où la maison médicale de garde veut se faire connaître. Alors, vous avez vu, regardez, il y a un seul numéro, le 116-117, un seul lieu, le centre hospitalier de la Roche-sur-Yon, pour accueillir tous les patients avec des médecins généralistes qui vous accueillent après 20h, le week-end, mais aussi les jours fériés. Et on passe à présent à France Bleu, Loire-Océan, qui s'est mis à l'heure chinoise, Tam. Effectivement, l'heure chinoise, puisqu'Emmanuel Macron est actuellement en train de faire son voyage dans l'Empire du Milieu, et la région Pays de la Loire veut que les entreprises exportent davantage vers l'Asie et la Chine, nous explique France Bleu. Mais vous allez voir, c'est pas gagné. Aucun patron de la région ne sera du voyage présidentiel, explique France Bleu. Ensuite, la législation chinoise est très complexe et elle évolue en permanence. Et en gros, l'article explique aux 2/3 combien les voies de l'Empire du Milieu sont impénétrables pour les Français et notamment pour la région Pays de la Loire. Tout de même, rassurez-vous. Les Pays de la Loire ont identifié 2 secteurs à fort potentiel, le vin et la viande bovine. Ouf. Ah, vous nous rassurez. On va terminer avec le reporter Sablé. Oui, le reporter Sablé qui se pose la question, les exploitations agricoles de Vendée sont-elles en règle? Vous tremblez, Didier Mandelli. Il y a des contrôles dans ces exploitations qui concernent la santé des animaux, leurs conditions de vie, protection de l'environnement, utilisation des produits phytopharmaceutiques, les pesticides, conditions d'attribution des aides de la PAC, la politique agricole commune. Rassurez-vous, sur les 1700 exploitations environ qui ont été contrôlées, il y en a seulement 76 qui ont des petites anomalies. En gros, 95% des exploitations sont en règle. Vous nous rassurez beaucoup ce matin. Merci Tam, on vous retrouve tout à l'heure, Didier Mandelli, puisqu'on parlait agriculture. Le Sénat fait aujourd'hui le bilan de la loi Egalim. Ça fait un an qu'elle est entrée en vigueur. Cette loi qui visait à rééquilibrer les relations entre les agriculteurs et les distributeurs. Est-ce que cette loi est un échec? Je dirais que c'est un semi-échec à ce stade. Il est encore un peu tôt pour juger des effets puisque les négociations l'an dernier ont eu lieu après la promulgation de la loi. Donc c'est un peu prématuré, mais globalement, c'est pas non plus une surprise. Ça fait longtemps, ça fait quelques décennies que les ministres successifs, à la fois de l'agriculture et de l'économie, tentent de trouver des solutions, n'y sont pas parvenus. Et moi, j'avais le sentiment, en regardant en regardant cette loi de près quand elle est arrivée ici, que cela ne résoudrait pas la quasi-totalité des problèmes auxquels sont confrontés nos agriculteurs. Pourquoi elle est mal ficelée dès le départ, cette loi? Je dirais que c'est pas tant. On est. Moi, je suis pour la liberté et je pense que fixer les prix, c'est contraire à l'esprit du marché, même s'il faut préserver les agriculteurs. Moi, je pense qu'il aurait été plus judicieux d'exonérer de charges l'ensemble des producteurs qui sont confrontés à des concurrences
bien sûr mondiale sur un certain nombre de produits. Je pense qu'il faut aller. Ce que demandent les agriculteurs, c'est pas qu'on administre les prix et leur activité, c'est qu'on leur laisse de la liberté, qu'on abaisse leurs charges et qu'ils puissent affronter la concurrence et négocier au travers de leur structure, qu'elles soient coopératives d'ailleurs ou privées, avec les opérateurs qu'ils côtoient au quotidien. Il y a un système avec un poids certain de la grande distribution en France, des entreprises de l'agroalimentaire qui transforment et qui sont quelquefois exsangues elles aussi parce que les marges sont très réduites, parce qu'il y a une pression sur les prix. Donc c'est l'ensemble de la filière et de la chaîne qui doit être remise en question. Merci beaucoup, merci Didier Mandelli d'avoir été avec nous ce matin. On suivra le bref examen de la loi mobilité cet après-midi au Sénat. Dans 2 minutes, c'est l'heure de l'invité politique. Ce matin, c'est Valérie Rabault, la présidente du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. On parlera entre autres des annonces à venir sur l'immigration, mais aussi des privatisations, celle de la FDJ et celle d'Aéroports de Paris. Mais d'abord, un extrait d'Audition publique, c'est l'émission politique des chaînes parlementaires. Hier soir, Francis Letellier recevait Alexis Corbière, le député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Il est revenu sur les incidents qui ont lieu ce week-end à Chanteloup-les-Vignes et la situation dans les banlieues. Pour lui, les conditions sont réunies pour que ça explose à nouveau. On regarde cet extrait.